Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Delphine Muriot, je suis docteure en virologie et je suis actuellement directrice de recherche au CNRS. J'anime une équipe de recherche en virologie et aussi je suis directrice d'une plateforme CNRS à Montpellier qui est spécialisée dans la recherche en criblage d'antiviraux ou d'anticorps contre des virus de classe 3 comme HIV, la grippe ou le SARS-CoV-2. Voilà. J'ai fait toutes mes études à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, à Jussieu. Ensuite, j'ai réalisé ma thèse à l'IGR à Villejuif pour le laboratoire. Donc, je suis diplômée de l'université Pierre et Marie Curie. Au départ, j'avais fait une maîtrise de biochimie et après, je suis tombée un peu amoureuse des virus. Donc, je me suis spécialisée. Donc, c'était les années 94, 95, 96. Donc, c'était les années HIV, la découverte des antiprotéases. Donc, à l'époque, déjà, j'étais intéressée par l'étude des virus pandémiques. Et donc, j'ai commencé avec HIV. Je suis partie travailler aux États-Unis, au National Institute of Health, à côté de Washington, dans le Maryland. J'ai travaillé là-bas sur d'autres types de rétrovirus pendant 6 ans pour les Américains. Et ensuite, je suis revenue en France, à l'École normale supérieure à Lyon, où j'ai eu mon poste de chargée de recherche au CNRS. Toujours travailler sur les rétrovirus, HIV. Et ensuite, quand il y a eu la pandémie en 2009 sur la grippe H1N1, je me suis intéressée à ce virus pandémique aussi. Et puis depuis 2020, je m'intéresse au virus SARS-CoV-2. Et donc, en 2012, j'ai déménagé à Montpellier, au CNRS de Montpellier, pour me rapprocher de la biologie cellulaire et pour mieux comprendre les interactions virus-cellules hôtes. Et en 2014, je suis devenue directrice de recherche et j'ai continué à animer mon groupe de recherche pour étudier ces virus. La virologie, c'est l'étude des virus. C'est l'étude du monde petit, du vivant, des parasites qui utilisent des cellules pour se multiplier, se propager. Mais c'est l'étude aussi du nanoscopique, parce que ces petits virus-là, ils sont tout petits. Par exemple, le virus Zika, c'est 35 nanomètres de diamètre. HIV, c'est 120 nanomètres de diamètre. La même chose pour SARS-CoV-2. Donc la virologie, pour moi, c'est l'étude des virus, des mécanismes moléculaires et cellulaires de ces virus, de leur transmission, leur mécanisme de transmission, mais aussi des outils qui permettent de les étudier. Et moi, je me suis particulièrement intéressée à la microscopie. Donc, j'ai commencé par la microscopie électronique pour les regarder, mais la microscopie électronique, ça fixe. Donc, on ne voit pas les objets vivants bouger. Donc, après, je me suis intéressée dans les débuts des années 2000 à la microscopie de fluorescence et comment on pouvait travailler avec ces outils-là pour descendre en résolution, pour pouvoir étudier ces virus, les étiqueter avec des étiquettes fluorescentes pour pouvoir les voir en dynamique se propager, se multiplier dans une cellule et se propager d'une cellule à une autre. Alors en virologie, je ne sais pas.
Sur les chercheurs en particulier, des fois, on nous dit qu'on cherche, mais on ne trouve pas. Mais enfin, en fait, c'est pas vrai. Et on trouve en fait plein de choses tous les jours. On écrit des articles et parfois notre métier contribue à trouver des antiviraux, des nouveaux médicaments, des vaccins et des nouveaux outils de développement euh, en biotechnologie. En fait, par exemple, les antiprotéases d'HIV sont issus directement des laboratoires de recherche académiques qui ont donc contribué à développer la trithérapie pour le traitement d'HIV. Maintenant, HIV n'est plus est tombé dans le registre d'une maladie chronique que l'on peut quand même bien assez contrôler et au moins soigner pour que les gens puissent vivre avec, même si on ne la guérit pas complètement. Ensuite, la recherche fondamentale en virologie permet de créer des nouveaux vaccins. On vient de le voir avec le vaccin ARN, le premier vaccin ARN anti-SARS-CoV-2. Je veux dire, cette technologie, elle existe depuis 15 ans, 20 ans, mais on ne l'avait jamais appliquée à la vaccinologie. Et quand on travaille sur les virus ARN, on attendait ça depuis longtemps. Et maintenant, ça a été administré aux gens et on a des bons résultats. Donc, et on n'a jamais vu un développement de vaccin aussi rapide. Donc voilà, ça c'est très concret. Alors oui, par exemple, donc moi je travaille sur les virus, mais je me suis beaucoup intéressée à développer ce qu'on appelle des VLP, des virus-like particles, qui sont des pseudovirus que l'on construit en laboratoire, dans lequel il manque des morceaux de génome, donc ils ne peuvent pas se répliquer. Mais par contre, on peut les utiliser pour faire des lentivecteurs, transduire un nouveau gène dans une cellule. On peut les utiliser pour faire, par exemple, des titrages d'anticorps neutralisant contre les enveloppes de certains virus, sans pour autant travailler sur le virus infectieux. Donc, on développe quand même des outils biotechnologiques qui permettent d'aller vers la recherche vaccinale ou vers d'autres types d'outils qui permettent à transduire des gènes. Enfin, je veux dire, la transduction de gènes, ça vient directement des rétrovirus. Et ensuite, moi, j'en ai fait des objets nanobiologiques que l'on peut utiliser pour calibrer, par exemple, les microscopes avec lesquels on étudie ces virus. En fait, la recherche, ça demande beaucoup de temps. C'est un métier souvent passionnel, donc on travaille beaucoup. Quand on est passionné, comme je pourrais faire un parallèle avec l'artiste peintre qui ne sort pas de son atelier pour finir sa peinture. Je pense que la science, c'est pareil. Quand on est obsédé par une question scientifique, des résultats, comment vérifier ça, on n'arrête pas d'y penser, on travaille tout le temps, on n'a pas d'heure. Et ça, des fois, c'est pas bien compris par son conjoint ou ses enfants, si le conjoint n'est pas scientifique. En plus, quand on est une femme, on a plutôt tendance à nous attribuer les tâches ménagères, les enfants, etc. Alors, trouver un conjoint qui arrive à équilibrer ça et à renverser le traditionnel rôle des générations d'avant, ça, c'était pas évident. Je pense que les femmes ont moins confiance que les hommes. Donc, faire entendre sa parole, même dans des comités scientifiques, en tant que femme, ça demande un effort qu'on n'avait pas l'habitude de réaliser. Et parfois, évidemment, des réflexions sexistes ou des choses comme ça que l'on ne va pas faire aux hommes.
Alors aujourd'hui, à passer 50 ans, non, je le ressens plus parce que j'ai acquis une force, sûrement une force de caractère, j'avais déjà, mais je veux dire une force tranquille, plutôt tranquille et on va dire que voilà, j'écoute pas les inégalités, si elles devaient être, produites face à moi. Je fais pas de différence entre un homme et une femme, ni dans mon métier, ni à la maison, donc moins. Quand j'étais plus jeune, peut-être oui, j'ai vu ces inégalités, quand j'ai eu, par exemple, quand il a fallu que je passe les premiers concours de chargé de recherche, il y a 4 garçons et moi dans le laboratoire à Lyon et voilà, on m'a dit d'attendre mon tour parce que un des garçons devait passer avant moi ou des choses comme ça. Je voilà, on a affaire un peu à ça ou alors quand on a une réussite scientifique, d'aller dire merci, alors que je le devais qu'à mon travail et à ce que j'avais réalisé, Et ben c'est ça, entreprendre des actions, d'aller dans, des actions de mentorat des jeunes filles, comme je vous l'ai dit, pour, leur offrir un modèle de femme qui a réussi, répondre à un projet comme le vôtre, propager, heu, nos convictions, nos actions, nos paroles, encadrer, les jeunes doctorantes, aller dans les lycées, hem donner des conférences, c'est ce que je faisais jusqu'au confinement, jusqu'en 2019. 2 fois par an, j'allais dans les lycées, surtout en seconde, première technologique, scientifique, témoigner de mon métier, témoigner de ce que ça demande, hem, de la beauté aussi de ce métier. On s'ennuie jamais, on fait plein de choses, ça change tout le temps, c'est très intéressant, quand on est curieux, c'est passionnant. Après, j'invitais, tous les ans, 45 élèves à visiter mon laboratoire, avec, les professeurs de 2 lycées, le lycée Mermoz et le lycée Pompidou à Montpellier. Pour leur montrer le concret, on organise des petits TP, des conférences, je faisais parler, différentes strates de mon métier, c'est-à-dire les étudiants en BTS, les ingénieurs, les chercheurs, les directeurs. Montrer les différentes facettes du métier des métiers au CNRS et de la recherche et essayer oui, de faire connaître notre métier, de montrer qu'il y a plein de femmes, qui font ce métier et que ça c'est pas interdit. Voilà, il y a pas d'interdit, il y a pas de barrière. Donc voilà, passer les barrières, pas avoir peur, pas avoir peur. Et ben c'est ce que je vous ai dit, pas avoir peur, pas se décourager, croire en soi, continuer à avancer, avec ses passions et à aller au bout de ce que l'on veut. Parce que quand on est jeune et qu'on a, 16-18 ans, puis après qu'on est à la fac, mais tout est ouvert. On peut faire tout ce qu'on veut. Faut le faire.